Au mariage de ma sœur, j'étais assise dans la cuisine. Je suis partie. Et ce qui s'est passé a choqué tout le monde. L'air du soir, chargé du parfum des roses anciennes et du murmure des conversations joyeuses, enveloppait le château de Valois. Les rayons du soleil couchant teintaient les pierres séculaires d'une douce lueur dorée, tandis que les rires cristallins et le tintement des coupes de champagne s'élevaient des jardins à la française. C'était le mariage d'Élodie, la sœur d'Adeline, un événement que la famille avait préparé avec une minutie quasi obsessionnelle, comme pour sceller une perfection attendue depuis toujours. Adeline, vêtue d'une robe d'un vert sobre qui se fondait un peu trop dans le décor feuillu, se tenait légèrement en retrait, une ombre parmi la foule chatoyante. Ses yeux parcouraient les visages épanouis, les sourires forcés, les embrassades chaleureuses qui ne l'incluaient jamais vraiment. Elle observait Élodie, radieuse dans sa robe de dentelle immaculée, flottant au milieu de l'attention générale, l'incarnation de tout ce qu'Adeline n'avait jamais été. La comparaison silencieuse était une compagne familière, une épine constante dans son cœur. Depuis l'enfance, Adeline avait appris à exister en marge, à ne pas faire de vagues, à être la toile de fond discrète sur laquelle les couleurs vives de sa sœur pouvaient mieux éclater. Ce soir, cette réalité était plus palpable, plus douloureuse que jamais. Chaque éclat de rire, chaque toast, chaque accolade semblait résonner d'une fausse note pour elle seule. Elle sentait le poids des regards furtifs, des soupirs à peine audibles, des silences chargés de sous-entendus chaque fois qu'elle s'approchait trop près du cercle familial intime. Il y avait la tante Geneviève, dont le regard d'une tendresse mêlée de regret croisait parfois le sien, unique lueur de compréhension dans cette mascarade d'affection. Mais même elle restait silencieuse. Prisonnière d'une loyauté invisible, Adeline se sentait comme une pièce rapportée, une invitée de dernière minute, bien que le sang qui coulait dans ses veines fût le même que celui de tous ces gens. Le parfum des lys et du chèvrefeuille, normalement apaisant, devenait écrasant, étouffant. Le moment fatidique arriva lorsqu'un photographe, le visage contrit, l'écarta doucement d'un groupe familial où ses parents et Élodie posaient, souriant. « Juste pour les proches, mademoiselle », avait-il murmuré, comme pour s'excuser d'une vérité universellement admise. Ce n'était pas un reproche, mais une simple constatation, une confirmation de sa place éternelle. La scène se déroula sans un mot de protestation de sa part, sans un regard de reconnaissance de la part de ses parents. Une chape de plomb s'abattit sur elle, plus lourde que toutes les humiliations passées. Ce n'était plus une question d'être ignorée. C'était être activement effacé, rendu invisible même pour les archives photographiques de leur histoire. Son cœur se serra d'une douleur lancinante. Une sensation familière, mais qui, ce soir-là, atteignait une intensité insoutenable. Elle sentit le besoin urgent de fuir, non pas le château, mais l'illusion d'appartenance qu'elle avait si longtemps entretenue. Ses pas la guidèrent instinctivement vers l'intérieur, loin des lumières éblouissantes et de la musique entraînante. Elle traversa des couloirs silencieux, dont les tapisseries anciennes semblaient absorber le son de sa propre respiration haletante. Enfin, elle atteignit la cuisine, un espace vaste et animé, mais étrangement plus accueillant que le faste du salon de réception. Dans la cuisine, le contraste était saisissant. L'effervescence des cuisiniers et serveurs, le cliquetis des casseroles, l'odeur réconfortante des mets préparés, tout cela offrait un refuge inattendu. Elle s'y sentait moins isolée au milieu de l'activité frénétique et anonyme. Personne ne la regardait, personne ne la jugeait. C'était un sanctuaire temporaire, un lieu où elle pouvait respirer. Elle observa les mains agiles qui dressèrent les assiettes, les visages concentrés des chefs. Mais même là, une nouvelle et amère humiliation l'attendait, une qui allait sceller son destin et la pousser au-delà de ses limites. Son corps entier vibrait d'une tension accumulée, chaque fibre de son être criait son désir de disparaître. La cuisine, ce lieu de préparation et de service, allait devenir le théâtre de sa propre prise de conscience, le point de non-retour. La fragilité de son monde ordinaire venait de se briser, lui laissant un choix inéluctable, rester et mourir à petit feu, ou partir, et enfin exister. Adeline s'était réfugiée dans un coin discret de la cuisine, observant le balai incessant des préparatifs. Le vacarme des ustensiles, le tintement des verres, les exclamations courtes des chefs,
Tout cela formait un bruit de fond réconfortant, un écran contre les échos de la fête qu'elle avait fui. Elle pensait y trouver un anonymat salvateur, un moment de répit. Mais le destin, parfois, a une ironie cruelle. Une serveuse, le visage rougi par la hâte, la bouscula involontairement, faisant tomber une pile d'assiettes qu'Adeline avait ramassées par réflexe pour aider. Le bruit sec de la porcelaine brisée attira l'attention. Les yeux de sa mère, qui venait d'entrer pour superviser un plat, se posèrent sur elle. Le regard de sa mère n'était pas de la colère, ni même de la déception, mais une lassitude profonde, une gêne. C'était un regard qui disait « Toujours toi, Adeline, à causer des problèmes, même dans les coulisses ». Ce n'était pas un cri, pas une réprimande, juste une expression fugace, mais elle transperça Adeline plus profondément que n'importe quel mot. Ce regard résumait des années de non-dits, de silence pesant, de l'impression constante d'être une erreur, une fausse note dans la symphonie familiale. Les éclats de rire qui parvenaient encore du jardin semblaient se moquer de son malheur, amplifiant sa solitude. Elle sentait la chaleur monter à ses joues, non pas de honte pour les assiettes cassées, mais pour le simple fait d'exister là, dans ce moment, sous ce regard. Une envie irrépressible de disparaître la submergea. Elle pensa à fuir, à se cacher, à s'effacer comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. C'était son réflexe, sa carapace. Une voix intérieure, cependant, une petite flamme de dignité qu'elle pensait éteinte, chuchota une autre possibilité. C'est alors que la tante Geneviève apparut, l'air grave, le regard lourd de ce qu'elle savait. Elle s'approcha d'Adeline, sa main ridée se posant doucement sur son bras. Le contact était léger, mais il irradiait une chaleur inattendue, un baume sur sa peau glacée. Tante Geneviève ne dit rien, mais ses yeux parlaient. Il racontait une histoire de non-dit, de fardeau porté en silence, d'une vérité enfouie sous des couches de convenance. Elle glissa discrètement un petit objet dans la main d'Adeline, une clé ancienne, finement ouvragée, dont le métal froid contrastait avec la douceur de sa paume. Un frisson parcourut Adeline. Ce n'était pas une aide pour les assiettes brisées, ni un mot de réconfort. C'était un signe, un message codé, une invitation à regarder au-delà de la surface. Le poids de la clé dans sa main était à la fois mystérieux et lourd de promesses. Le monde ordinaire d'Adeline, déjà fissuré, venait de s'ouvrir sur un abîme d'inconnu, et la tante Geneviève, par ce geste silencieux, venait de la pousser au bord. La clé brûlait dans la main d'Adeline. Elle sentait le besoin impérieux de comprendre, de percer le mystère que cette petite relique semblait contenir. La décision fut prise en un instant, une impulsion irrépressible. Elle ne pouvait plus rester, ni dans la cuisine, ni dans l'ombre de sa propre vie. L'idée de fuir le château, de s'éloigner de cette atmosphère étouffante, devint une nécessité vitale. Elle se glissa hors de la cuisine, évitant les regards, son cœur battant la chamade. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la fête, de la musique, des voix. C'était une fuite, mais aussi une quête. Elle ne savait pas où la clé l'amènerait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. C'était un engagement irrévocable, un franchissement de seuil. La décision de partir n'était pas une capitulation, mais une déclaration silencieuse de sa propre existence. Elle traversa le grand hall, le marbre froid sous ses pieds, et se dirigea vers la porte principale. Un éclair déchira le ciel, suivi d'un grondement lointain. Le temps changeait, à l'image de son propre destin. Une pluie fine commença à tomber, lavant l'air, et Adeline sentit une étrange libération. Elle n'était plus la spectatrice, mais l'actrice de sa propre histoire. La clé, pressée contre sa paume, semblait vibrer d'une énergie ancienne. Elle se souvint d'une petite annexe oubliée du château, une sorte de pavillon de chasse désaffecté, dont l'accès était toujours fermé. Un lieu que personne ne mentionnait jamais, comme s'il n'existait pas. Un lieu qui, elle en était certaine, devait être lié à la clé. C'était un pari audacieux, une rupture totale avec son comportement habituel. Elle allait chercher la vérité, même si elle devait la trouver seule, dans l'obscurité et sous la pluie battante. La route vers cet endroit inconnu était le chemin vers sa propre libération, un voyage qu'elle entamait sans carte ni boussole, guidée seulement par une intuition brûlante et le poids de cette clé mystérieuse. Elle laissa derrière elle le faste et l'hypocrisie, s'enfonçant dans la nuit, vers un avenir incertain mais enfin le sien.
La pluie s'intensifiait, transformant les allées de gravier en ruisseaux boueux. Adeline marchait, le vent fouettant son visage, ses cheveux collés à sa peau. La lueur des fenêtres du château s'estompait derrière elle, la laissant seule avec le bruit du vent dans les arbres et le martèlement de la pluie. Le pavillon de chasse, à peine visible dans l'obscurité, se dressait comme une silhouette fantomatique. Ses fenêtres étaient brisées, ses volets grinçaient. Un sentiment d'appréhension l'envahit. Était-ce une folie? Que cherchait-elle vraiment? La clé s'ajusta parfaitement dans la serrure rouillée. Avec un grincement sinistre, la porte s'ouvrit sur un intérieur froid et humide, imprégné d'une odeur de vieux bois et de poussière. Le faisceau de son téléphone éclaira une pièce sombre, remplie de meubles recouverts de draps blancs. L'atmosphère était lourde, comme si le temps s'y était arrêté. Adeline sentit son courage flancher un instant. C'était le point de non-retour. Elle était entrée dans un lieu interdit, un secret familial. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre. Elle découvrit des tableaux retournés contre les murs, des bibelots brisés, des étagères vides. C'était un lieu d'abandon, mais aussi de dissimulation. Au fond de la pièce, une vieille commode, plus imposante que les autres, attira son attention. Ses tiroirs étaient fermés. Elle l'ouvrit avec difficulté, le bois gémissant sous l'effort. À l'intérieur, sous une pile de vieux linge, elle trouva une boîte en bois sculptée, ornée de motifs floraux. Le cœur d'Adeline battait à tout rompre. Elle sentait qu'elle était sur le point de découvrir la vérité, une vérité qui allait changer sa vie à jamais. Mais elle craignait aussi ce qu'elle pourrait trouver, les conséquences de cette découverte. Le dilemme moral était là. Devait-elle ouvrir cette boîte et risquer de déterrer des secrets douloureux, ou devait-elle la laisser fermer et retourner à sa vie d'ignorance? Son désir de savoir l'emporta sur la peur. Ce n'était plus une question de choix, mais de nécessité. Les doigts tremblants, Adeline souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, des lettres jaunies par le temps et une photographie sépia. La photo montrait une jeune femme, d'une ressemblance frappante avec Adeline elle-même, tenant un bébé dans ses bras. Ce n'était pas sa mère, c'était une autre femme, aux yeux doux et au sourire triste. Les lettres, écrites d'une écriture élégante, racontaient une histoire déchirante. Elles parlaient d'un amour interdit, d'une naissance secrète, d'un arrangement familial pour éviter le scandale. Le bébé sur la photo, c'était elle. Adeline n'était pas la fille biologique de ses parents. Elle était le fruit d'une liaison extramaritale de son père, confiée à sa femme pour préserver l'honneur de la famille. La jeune femme sur la photo était sa vraie mère, une femme morte peu après sa naissance, le cœur brisé par la séparation. Élodie, la sœur parfaite, était la seule enfant légitime, la fierté de la famille. Tout s'éclaira d'une lumière crue et douloureuse. Les regards fuyants de sa mère, l'indifférence de son père, la place qu'elle avait toujours occupée en marge, tout prenait sens. Elle n'était pas rejetée par hasard, elle était le secret vivant, la tache sur le tableau parfait de la famille. La colère, la tristesse, la rage bouillonnaient en elle. Mais au-delà de la douleur, une étrange sensation de libération l'envahit. Elle n'était pas une erreur, elle était le fruit d'un amour, même s'il était interdit. Son existence n'était pas une gêne, mais une preuve. À cet instant précis, un bruit de pas se fit entendre à l'extérieur. La porte s'ouvrit brusquement, révélant la silhouette de tante Geneviève, le visage ruisselant de pluie, l'air bouleversé. Derrière elle, la mère d'Adeline apparut, le visage livide, les yeux écarquillés par l'horreur de la découverte. Le secret, soigneusement gardé pendant des décennies, venait d'éclater au grand jour. La mère d'Adeline s'effondra, les mains sur le visage, des sanglots convulsifs secouant son corps. Tante Geneviève s'agenouilla près d'elle, une main sur son épaule, l'autre sur la boîte ouverte qu'Adeline tenait encore. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant, brisé seulement par les gémissements de la mère et le souffle haletant d'Adeline. La vérité était là, nue, brutale, et elle avait le pouvoir de détruire ou de reconstruire. Les non-dits et les regards furtifs s'entremêlaient dans cette seule révélation, amplifiant le message central de la quête de vérité. Adeline avait non seulement affronté sa plus grande peur,
Mais elle avait aussi saisi l'épée de la vérité, se tenant debout, non plus comme une victime, mais comme la détentrice d'un savoir qui allait tout changer. Le pavillon de chasse devint le théâtre d'une confrontation silencieuse, plus puissante que n'importe quel cri. La mère d'Adeline, brisée, raconta l'histoire sous les yeux attentifs de tante Geneviève. La honte, la peur du jugement, la pression sociale de l'époque avaient poussé son père à faire ce choix cruel. Sa mère, par amour et par devoir, avait accepté d'élever Adeline comme la sienne, mais n'avait jamais réussi à surmonter le ressentiment et la douleur de cette trahison. C'était une histoire de sacrifice, de silence et de cœur meurtri. Adeline écoutait, le visage impassible, mais son âme était en plein tumulte. La colère se mêlait à une forme de pitié et même de compréhension. La pluie avait cessé, mais le monde d'Adeline avait été irrémédiablement transformé. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité, ni la famille ne pouvait plus la cacher. La nouvelle, murmurée d'abord, se répandit comme une traînée de poudre parmi les invités choqués du mariage. L'ambiance de fête avait été brisée, remplacée par un malaise palpable. Élodie, apprenant la nouvelle, fut d'abord choquée, puis son visage se figea dans une expression de trahison et d'incompréhension. Son monde parfait venait de s'écrouler, révélant les fondations fragiles et mensongères sur lesquelles il était bâti. Adeline, elle, se sentait étrangement légère. Le poids des années de non-dit s'était dissipé. Les cicatrices étaient là, profondes, mais elles étaient désormais visibles et non plus cachées. Elle avait découvert son origine, et avec elle, une nouvelle identité. Le chemin du retour vers le château, cette fois, ne fut pas celui de la fuite, mais celui de la réaffirmation. Elle portait la boîte en bois, preuve tangible de son histoire. Le voyage n'était pas terminé, les blessures n'étaient pas encore guéries, mais Adeline avait enfin commencé à marcher sous son propre soleil, même si le ciel familial restait nuageux. Les conséquences de la vérité étaient amères pour certains, libératrices pour d'autres, et la famille, dans son ensemble, devrait désormais apprendre à vivre avec les fragments de son passé brisé. Le lendemain matin, le château était étrangement silencieux. Les invités étaient repartis, laissant derrière eux des restes de fête et des cœurs lourds. Adeline, les yeux clairs malgré la nuit agitée, se tenait dans le grand salon, la boîte à ses côtés. Sa mère, le visage marqué par le chagrin et le remords, s'approcha d'elle. Pour la première fois, elle ne la regardait pas avec gêne ou lassitude, mais avec une tristesse profonde et une forme de respect. Ce n'était pas une demande de pardon, mais un aveu silencieux de la douleur partagée. Élodie, elle aussi, vint à sa rencontre, les yeux rougis, son masque de perfection fissuré. La vérité avait brisé le mur entre elles, révélant la vulnérabilité derrière la façade. Adeline comprit qu'elle ne cherchait pas une revanche, mais une reconnaissance. Elle avait trouvé sa place, non pas dans l'approbation familiale, mais dans la certitude de son propre chemin. La photographie de sa vraie mère, qu'elle tenait précieusement, était un lien avec un passé qu'elle pouvait enfin embrasser. Elle n'était plus la fille cachée, mais une femme forgée par l'épreuve, forte de sa vérité. Elle ne resta pas au château, elle prit la décision de partir. Non pas en fuyant, mais en choisissant sa propre direction. Elle laissa derrière elle non pas le ressentiment, mais la compréhension. La famille avait été choquée, déstabilisée, mais cette secousse, aussi douloureuse soit-elle, était aussi un catalyseur. C'était une invitation à la réconciliation, à la reconstruction, sur des bases plus solides, plus honnêtes. Adeline s'éloigna, portant avec elle non pas le poids du secret, mais la force de la vérité. Elle emportait l'élixir de sa propre résurrection, le don de l'authenticité, qui avait le pouvoir de transformer non seulement sa vie, mais aussi, peut-être, celle de sa famille. Le monde extérieur était vaste, plein de promesses, et Adeline, enfin, était prête à l'explorer, une femme complète, libre et en paix avec son histoire. Elle avait brisé les chaînes du passé, non pas pour l'oublier, mais pour le transcender, laissant derrière elle un héritage de courage et de vérité qui résonnerait longtemps dans les murs silencieux du château. Adeline, ayant quitté le poids des pierres ancestrales, n'avait pas cherché à effacer son passé, mais à le sculpter différemment. Elle avait embrassé une nouvelle existence, loin des faux semblants et des attentes imposées. L'objet en bois
désormais précieusement gardé, n'était plus un fardeau secret, mais la racine d'une force insoupçonnée. Elle avait choisi de se consacrer à l'art, une passion longtemps étouffée par les conventions familiales. Ses toiles, empreintes d'une profondeur émotionnelle saisissante, racontaient sans mots la complexité des liens humains, la lumière dissimulée derrière les ombres. C'était sa manière de communiquer, de transformer sa propre histoire en un langage universel. L'élixir qu'elle ramenait de son épreuve n'était pas un remède miraculeux, mais la capacité à éclairer les chemins d'autrui. Elle organisait des ateliers, partageant son approche de l'expression artistique comme moyen de guérison. Là, elle rencontrait des âmes blessées par des non-dits, des silences familiaux, des identités incertaines. Sans jamais révéler les détails intimes de son propre passé, elle puisait dans son expérience pour guider ces individus vers leur propre vérité. Elle leur apprenait que la fragilité pouvait se muer en résilience, que les cicatrices portaient des histoires dignes d'être racontées et célébrées. Pendant ce temps, le château de Valois, autrefois bastion de secrets, entamait sa propre mue. La vérité, une fois révélée, avait provoqué un séisme, mais aussi une purge nécessaire. Sa mère, confrontée à l'ampleur de ses choix passés, avait entrepris un lent et douloureux chemin vers l'acceptation et la compréhension. Les lettres que tante Geneviève avait si longtemps gardées et qu'Adeline avait ramenées devinrent le point de départ d'une correspondance tardive, mais sincère, entre sa mère et les souvenirs de la femme qui avait donné naissance à Adeline. C'était un acte de réconciliation avec un fantôme, une tentative de réparer l'irréparable, non pas pour Adeline, mais pour sa propre paix intérieure. Élodie, quant à elle, avait dû reconstruire sa propre perception de la perfection. Le vernis de son existence s'était écaillé, révélant une vulnérabilité inattendue. Elle avait commencé à remettre en question les valeurs transmises, à chercher une authenticité qu'elle n'avait jamais cru nécessaire. Elle avait même, un jour, franchi le seuil de l'atelier d'Adeline, non pas pour s'excuser, mais pour chercher un sens, une guidance dans ce nouveau paysage émotionnel. Leur relation, autrefois inexistante, se tissait désormais de fils plus complexes, faits de silences partagés et de regards qui, pour la première fois, ne portaient aucun jugement. Le véritable test d'Adeline ne fut pas une confrontation bruyante, mais un acte de pardon silencieux, une acceptation que les erreurs du passé, aussi douloureuses soient-elles, ne définissèrent pas son avenir. Elle avait appris que la liberté ne résidait pas dans l'oubli, mais dans la capacité à porter son histoire avec dignité, à la transformer en sagesse. Son retour, symbolique, n'était pas physique, mais se manifestait par l'influence discrète de son parcours sur ceux qu'elle touchait. Elle était devenue une flamme, guidant ceux qui erraient dans l'obscurité de leur propre non-dit, montrant qu'il était possible de se réinventer, de s'élever au-dessus des héritages complexes. Considérez un instant l'impact profond de cette transformation. Adeline ne cherchait plus la reconnaissance extérieure. Elle l'avait trouvée en elle-même. Son existence, jadis reléguée aux marges, était devenue une source d'inspiration. Elle incarnait la preuve vivante qu'une histoire de douleur pouvait se métamorphoser en un récit de force inébranlable. Sa leçon était simple, mais universelle. La vérité, même amère, est le fondement de toute véritable liberté. Elle continuait son chemin, non pas seule, mais entourée d'une communauté d'esprit qu'elle avait aidé à s'éveiller. La clé, si longtemps symbole de son secret, était devenue la métaphore de l'ouverture de soi, de la libération des entraves invisibles. Son héritage, loin des richesses matérielles, était une constellation d'âmes éclairées, témoins silencieux de sa propre résurrection. L'élan initial de libération, telle une vague puissante, avait porté Adeline au-delà des rivages connus, mais l'océan de l'existence recelait encore des profondeurs insoupçonnées. L'euphorie de la découverte de soi s'était muée en une pratique quotidienne, moins spectaculaire mais infiniment plus exigeante, celle d'incarner sa vérité à chaque instant. Il ne s'agissait plus de révélations éclatantes, mais de l'art subtil d'intégrer son passé dans le tissu de son présent, sans que les fils ne se déchirent. Ces ateliers d'art, au-delà de la simple création, devenaient des sanctuaires pour l'introspection silencieuse, car même après avoir bu à la source de l'élixir de vérité, de ténues incertitudes, des échos fugaces d'une vie passée dans l'ombre, pouvaient encore affleurer. Il ne s'agissait plus du grand secret familial, mais des petites réminiscences,
des micro-gestes de doute ancrés par des décennies de sentiments d'inadéquation. Comment, en effet, se défaire entièrement de l'enveloppe d'une identité jadis imposée, comme une seconde peau? Cette mue exigeait une patience inébranlable et une acceptation renouvelée de ses propres failles. Par ailleurs, l'évolution de ses relations personnelles n'était pas dénuée de complexité. Si les liens avec sa mère et sa sœur se reconstruisaient sur des bases plus authentiques, il n'en restait pas moins parsemé de silences chargés, d'histoires non dites qui flottaient encore entre eux. Plus fondamentalement, la construction de nouvelles amitiés, de nouvelles affections, posait un défi inédit. Adeline se surprenait parfois à tester inconsciemment la loyauté d'autrui, une peur atavique de retourner dans l'ombre la hantant encore. Toutefois, c'est dans ce contexte qu'elle rencontra Louis, un sculpteur dont la sérénité et la capacité à voir au-delà des apparences lui offrirent un miroir inattendu. Il ne s'intéressait pas à son histoire passée, mais à la femme qu'elle était devenue, un regard pur qui apaisait ses dernières craintes. De surcroît, la reconnaissance croissante de son travail artistique généra une pression d'un autre ordre. Ses toiles, imprégnées d'une résonance émotionnelle palpable, attiraient l'attention des galeries et du public. Il fallait alors veiller à ce que ses créations demeurent une extension fidèle de son âme, plutôt qu'une simple marchandise destinée à satisfaire une demande extérieure. L'admiration, aussi gratifiante soit-elle, pouvait se révéler un piège subtil, menaçant de la déconnecter de l'essence même de son inspiration. Considérez, si vous le voulez bien, l'ironie de cette situation. Après avoir lutté pour être vue, le défi était désormais de ne pas se perdre dans la lumière des projecteurs. L'élixir qu'elle avait conquis n'était donc pas une potion figée, mais un processus dynamique, une force évolutive. Initialement, il s'était manifesté par la vérité brute. Désormais, il se traduisait par le courage de choisir cette vérité, jour après jour, à travers d'innombrables petites décisions. Il s'agissait de cultiver une boussole interne, dont l'aiguille ne vacillait pas, même face au vent contraire de la célébrité ou des doutes persistants. Cette persévérance tranquille, cette détermination à rester alignée avec son essence, constituait la véritable pierre angulaire de sa liberté. En résultait un impact bien plus profond que la simple inspiration individuelle. L'exemple silencieux d'Adeline, dénué de toute grandiloquence, commençait à infuser dans la conscience collective de sa communauté artistique et au-delà. Sa force tranquille, sa capacité à transformer la douleur en œuvre, remettait subtilement en question les normes sociales relatives aux secrets de famille et aux récits personnels. Elle démontrait que l'authenticité n'était pas une faiblesse, mais une puissance capable de remodeler les perceptions et d'ouvrir de nouvelles voies pour ceux qui osaient regarder au-delà des conventions. Ainsi, la force véritable résidait non pas dans l'absence de chute, mais dans l'acte persistant et discret de se relever, d'embrasser les douleurs résiduelles et de choisir, malgré tout, de créer de la beauté à partir de ses expériences. C'était une sagesse profonde, celle qui reconnaissait que la vulnérabilité était une composante essentielle de la résilience. Adeline, désormais, portait son histoire non pas comme un fardeau, mais comme une source inépuisable de compréhension, un témoignage vivant de la capacité humaine à transmuter l'adversité en une force lumineuse, irradiant bien au-delà de sa propre existence. Au-delà de l'éclat initial de la révélation, le chemin d'Adeline se dessinait désormais comme une quête perpétuelle d'alignement, une danse délicate entre l'intériorité et le monde extérieur. La vérité, loin d'être un point d'arrivée figé, se révélait être une force motrice exigeant une vigilance constante, un engagement renouvelé à chaque aube. C'était une conviction qui imprégnait chaque pore de son être, guidant ses choix avec une clarté inébranlable. Considérez l'incidence de cette nouvelle intégrité sur sa perception des autres. Autrefois, elle lisait les visages à travers le prisme de sa propre invisibilité, cherchant les signes d'une acceptation conditionnelle. Désormais, son regard discernait avec une acuité accrue les non-dits et les masques sociaux, non pas avec jugement, mais avec une profonde empathie. Elle comprenait que chacun portait son propre fardeau de secret, ses propres zones d'ombre, et cette compréhension nourrissait une compassion nouvelle, une capacité à se connecter à un niveau plus profond, au-delà des apparences. Par ailleurs, l'impact de son parcours transcendait largement le cercle intime de ses proches.
Les échos de son histoire, bien que jamais pleinement divulgués par elle-même, avaient imprégné l'atmosphère, modifiant subtilement les conversations au sein de la communauté. On observait une certaine libération des langues, un assouplissement des rigidités sociales. Des récits longtemps tus commençaient à émerger. Des familles se risquaient à des dialogues difficiles, inspirés, sans le savoir, par le courage silencieux d'une femme qui avait osé déterrer sa propre vérité. C'était une ondulation invisible, mais puissante, qui remettait en question l'ancienne valeur accordée à l'image parfaite au détriment de l'authenticité. L'écho de son cheminement, bien au-delà des murs du château, se propage tel un murmure inspirant. Il nous enseigne que chaque acte d'authenticité, chaque pas vers la vérité personnelle, envoie des ondes invisibles qui peuvent résonner dans le cœur d'autres êtres, les invitant à leur tour à interroger leur propre silence. Le courage d'une seule personne, lorsqu'il est vécu avec intégrité, devient une lumière pour la communauté, un rappel que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers une force insoupçonnée, une capacité à tisser des liens plus profonds et plus sincères. L'héritage d'Adeline ne se mesure pas en biens matériels, mais en cette permission tacite qu'elle offre à chacun de ses rencontres, celle d'être pleinement soi, avec toutes ses nuances, ses doutes et ses splendeurs. C'est une invitation à déconstruire les façades, à embrasser la complexité humaine dans toute sa richesse. Ainsi, l'histoire d'Adeline nous convie à une introspection essentielle. Quels sont les secrets que nous portons encore? Les vérités que nous craignons de regarder en face? La véritable pratique ne réside pas dans la recherche d'une perfection illusoire, mais dans l'acceptation courageuse de nos aspérités, de nos origines, quelles qu'elles soient. C'est en osant lever le voile sur nos propres mystères que nous nous offrons la possibilité de nous réconcilier avec nous-mêmes, et par extension avec le monde qui nous entoure. La liberté ultime n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir son chemin avec une conscience aiguisée, de transformer chaque épreuve en un jalon de croissance. Que cette résonance nous rappelle que le plus beau des récits est celui que l'on écrit soi-même, avec l'encre indélébile de l'authenticité et le courage d'être, simplement, pleinement, soi. C'est une œuvre inachevée, toujours en mouvement, mais dont chaque page tournée nous rapproche d'une harmonie profonde et durable. Le voyage continue, non plus vers une destination, mais au cœur même de notre propre humanité.